Alors, au moment de le traiter, le sujet du colloque m'a causé un premier embarras. L'aliénation et la perte de maîtrise de soi qui définissent la colère semblent tout à fait incompatibles avec une expression littéraire, quelle qu'elle soit. Par essence, la colère relève de la pulsion et de la passion, mais ne peut produire spontanément de représentation élaborée. Un geste, un juron, une onomatopée peuvent suffire à la traduire. C'est pourquoi, me semble-t-il, analyser la colère entre moins dans le déchiffrage du code linguistique que dans la compréhension des implications liées au contexte et à l'attitude du locuteur dans leur dimension pragmatique. Second embarras concernant la colère, paradoxalement, le colérique se désolidarise d'autrui, refuse l'échange et rompt avec ce qu'un linguiste comme Gris appelle les maximes conversationnelles et le principe de coopération, l'intention d'exprimer son mal-être primant sur la communication efficace d'une signification. La colère véritable peut-elle être autre chose qu'un soliloque? Pour nul autre sentiment, la reconstruction littéraire ne semble plus nécessaire que pour la colère, où la temporisation va permettre au poète de transformer une énergie en sens, sans pour autant perdre la force de l'émotion primitive. Et ce travail peut être extrêmement sophistiqué, comme le montre la formalisation que la rhétorique a effectuée en l'opposant à l'éloge sous le nom de blâme. De l'arraisonnement plus ou moins strict de la colère, il découle donc toute une gamme de tonalités allant de l'offense à la bienveillance, toute une typologie de texte allant du réquisitoire à la diatribe et toute une échelle d'effets illocutoires allant de la volonté de blesser à l'intention protreptique d'améliorer l'attitude du destinataire. Ces degrés correspondent à des formats d'écriture qui ont donné lieu à des traditions génériques qui se sont développées historiquement à part l'une de l'autre ou conjointement. La recommandation, plus ou moins indignée, peut se rattacher à la fois à la fonction didactique, partie prenante de la païdeusis grecque, dont le plus fameux représentant serait Hésiode, et au genre ou sous-genre de la pareinésis politique, dont un précurseur serait par exemple Solon. Je pense à l'élégie aux Muses sur le bonheur et la justice, le fragment 13 ouest. La colère la plus noire, la plus brute, remonterait à Archiloque. Au contraire, le poète thébain Pindare se déclare plusieurs fois contre toute forme de cacologie, ce que Callimaque nommera dans son premier iambe, en référence à Hipponax, les iambes guerriers. Ce qu'Horace, après lui, appellera les noirs poèmes, versibus atris, et les chants diffamatoires, famoso carmine, dans l'épître 1, 19. Je me suis donc demandé si le genre dit lyrique pouvait se définir par l'acceptation ou le refus de la colère comme un motif valable d'inspiration. Peut-on d'abord parler de lyrique colérique et de lyrique apaisée en considérant les fragments d'Archiloque et les épinities de Pindare, censés être les espèces d'un genre lyrique? Comment ensuite Pindare présente-t-il Archiloque dans la deuxième Pitique? Enfin, quelle apparence prend l'influence mêlée de Pindare et d'Archiloque dans les odes lyriques d'Horace? Pourquoi Horace est-il devenu, dès l'époque de Pindare, le symbole d'un tempérament vitupérant, d'une inspiration haineuse, l'incarnation du ressentiment? Les vers iambiques, utilisés dans les épodes, sont en effet devenus traditionnellement ceux de la poésie de combat, vindicative et satirique, dont les deux autres grands représentants de la période archaïque sont Sémonide et Hipponax. Dans l'histoire des genres, le poète de Paros est surtout connu pour une triple rupture. D'abord avec le récit mythologique, ensuite pour s'être tourné vers l'actualité politique, et enfin pour avoir tourné en dérision l'idéal épique. La foi placée en l'immortalité du souvenir du guerrier mort au combat est en effet mise à mal dans le fragment 117, où la rançon de l'exploit n'est que misère. L'épisode fameux de l'abandon du bouclier à un ennemi sur le champ de bataille, le fragment 13 des vers élégiaques, pourrait certes être le signe d'une évolution des mentalités et un choix générique, mais il pourrait aussi bien être une convention à la mode, puisque le motif soi-disant
anti-homérique, sera repris un siècle plus tard par Alcée, Anacréon, bien avant Horace. La colère d'Archiloque est tournée vers deux cibles principales. L'une est née d'une déception amoureuse. Sont vivement prises à partie la légende qu'il se soit suicidé, une certaine Néoboulée, promise au poète, et son père, Lycambe, qui lui aurait finalement refusé sa fille. La seconde cible est politique, la vie à Paros et dans sa colonie Tassos. Dans les trimètres, on trouve les fameux fragments qui conspuent le père de Néoboulée, Lycambe, pourtant venu se réconcilier avec le poète. Et Archiloque lui promet de l'accabler de nouvelles invectives s'il persiste. L'adresse au cœur comme dédoublement de soi nous dévoile dans le fragment 118 un homme seul qui se donne du courage pour affronter ses ennemis. Même si les fragments qu'on range dans la catégorie des épodes sont les plus susceptibles d'expliquer la renommée d'Archiloque, le fragment 120 peut être interprété comme un mot d'ordre de la poésie d'invective. Je possède un grand art, à qui te blesse mon cœur, je rends de cruelles blessures. Le poète y promet de rendre coup pour coup, mais il faut toutefois noter que cette ardeur belliqueuse et comminatoire n'est réservée qu'à ceux qui ont d'abord heurté le poète. Il s'agit donc de représailles. Cette pugnacité est soulignée dans le fragment qui suit, dans lequel le poète déclare sa soif de combat. C'est le fragment 121. Peut-être n'y a-t-il pas de colère juste, mais seulement de colère justifiée. Archiloque évoque souvent une forme de justice, de rétablissement de la vérité et de châtiment mérité, sans prendre plaisir à vilipender et à faire du mal. Sa colère, le poète la compare d'ailleurs au cri d'une cigale tenue par l'aile. Pourquoi as-tu pincé la cigale par l'aile? Tétigos et Draxoptéro. Dans les épodes, l'esprit revanchard du poète s'exprime avec virulence, entre autres nombreux exemples, dans le fameux fragment 176, avec l'annonce de la punition du parjure Lycambe par un Zeus omniscient. Archiloque y invite sciemment à entendre une cacologie, acoué des cacoulogou, dans le fragment 179. L'épode 4 pourrait être le portrait fragmentaire d'une Néoboulée devenue courtisane, tombée dans la déchéance et sous la coupe d'une entremetteuse, qui tente de retrouver son ancien fiancé, peut-être figuré sous les traits du renard. L'épode 8 est un portrait avilissant d'une femme vieillissante qui préfigure la tradition du blason dégradant de la femme détestée. Il ne reste que des expressions licencieuses, obscènes à caractère sexuel, qui laissent à méditer la violence des railleries du poète, dans les fragments 235-248. Horace s'est inspiré de cette colère née de l'amour déçu dans la 8e épode et dans l'Ode 4.13 notamment. Le poète latin, justement, aurait imité également la 10e épode dans sa 12e épode. C'est l'invitation impudique d'une vieille débauchée qui dégoûte le poète, probablement un nouvel exemple de l'acharnement sur Néoboulée. La 14e épode faisait peut-être une description des îles des bienheureux. Une interprétation politique veut qu'Archiloque y conseille aux habitants de Tassos de fuir l'île et ses méchants. Critias, qui a vécu au 5e siècle, le cousin de Platon, auteur d'élégies qui prit la tête de la tyrannie des 30, semble bien, d'après ces fragments, celui qui transmet la mauvaise réputation d'Archiloque au 5e siècle, qui la transmet et peut-être aussi l'amplifie. Le fragment 255 de Critias nous apprend ainsi qu'Archiloque aurait commis l'adultère et qu'il ne s'en cachait pas. Dans l'épode 10, fragment 259, il prétend qu'Archiloque se vantait dans ses poèmes de sa lubricité. Et selon le fragment 278, rapporte encore qu'Archiloque se présentait comme un homme plein de violence. Et dans le fragment qui suit,
que le poète s'était rendu odieux auprès de ses concitoyens de Thasos pour déblatérer contre ses amis et ses ennemis. Beaucoup de questions demeurent. On peut se demander si la renommée précoce d'Archiloque n'a pas influencé la sélection des fragments transmis et leur survie par une sorte de cercle vicieux. On peut aussi se demander si les fragments de colère qui nous restent ont pour seule cause la corruptibilité matérielle des textes, ou si le poète avait conçu d'emblée l'expression de sa colère sous la forme d'éclats. Paradoxe notable, si la colère donne des apparences de vérité brute, on cherche toujours, dans celui qui loue, un hypocrite ou un obséquieux. La sincérité du laudator est toujours sujette à caution. Influence politique, intérêt pécunier, ambition personnelle. De façon antithétique, la finalité même du genre de l'épinicie s'oppose en effet au blâme et au sentiment de la colère. Il s'agit de célébrer, de féliciter, de congratuler un athlète victorieux. Toute la structure des odes victoriales de Pindare peut s'expliquer par cette visée encomiastique, y compris les digressions qui semblent les plus éloignées de l'actualité. Il est désormais établi que les mythes ont tous un lien plus ou moins explicite avec l'occasion, même si les circonstances de la performance nous échappent désormais. Quand par exemple Pindare met en scène les grands châtiments, comme celui d'Ixion, il faut y voir davantage que le plaisir de réécrire une légende effrayante, il faut y voir aussi un avertissement voilé adressé au destinataire de l'ode ou à son entourage. Les mythes ont une fonction parénétique qui s'inscrit dans le désir avoué du Thébain d'être un maître de sagesse. Cette double fonction, laudative et éducative, ne pouvait pas être compatible avec la colère comme expression d'une rupture dans la confiance en autrui. Ce qui m'amène à considérer le passage où Pindare prend explicitement, réflexivement, la poésie d'Archiloque comme un contre-modèle. Un passage qui débute en Néméenne 8 montre que nul n'est à l'abri de ressentir un sentiment vindicatif lorsqu'il s'estime lésé, comme c'est le cas d'Ajax quand il ne reçoit pas les armes d'Achille au profit d'Ulysse. Chez ce dernier, la parole est flatterie et intrigue, ectra parphasis, heimulon muton, dolophrades, aussi condamnable finalement que la médisance des jaloux, stoneriocine. Or, c'est donc dans la seconde Pitique que Pindare parle explicitement d'Archiloque et de son tempérament colérique. La question du but de la poésie sous-tend toute l'ode et la réponse du poète joue de l'opposition entre le blâme et l'éloge, avec le critère de la justice et de l'utilité de la parole poétique en filigrane. L'épinicie est dédiée à Hieron de Syracuse pour sa victoire au char, sans doute aux alentours de l'année 475, et peut-être dans les jeux pitiques ou des jeux mineurs, car ils ne sont pas cités. Après l'éloge formulaire du vainqueur du jour, Pindare va poser de façon gnomique le thème directeur de la gratitude, dès le vers 17. Agei decaris philon poetinos antiergon opizomena. La grâce rendue au bienfait s'avance pleine de respect. Pour illustrer cet adage de sagesse, le Thébain rappelle dans la première épode un fait historique. Hieron a porté secours à l'ocre zéphyrienne contre le tyran de Région, Anaxilas II, et il met en scène la reconnaissance d'une jeune fille chantant ses louanges. Au vers 21, un tableau saisissant du châtiment d'Ixion, développé dans la suite, permet d'illustrer de façon vivante ce principe moral. On s'imagine le héros déchu tournant sur sa roue, donner aux passants ce conseil « Ton ergetan aganais amoibais et poikominus tinestai » payer en retour les affables procédés du bienfaiteur. La suite raconte l'orgueil coupable d'Ixion, sa tentative de séduction d'Héra et sa punition, le piège de Zeus, son union fautive avec la nuée et la naissance du premier centaure. Narration panoramique qui court jusqu'au vers 48.
Après avoir rappelé l'omnipotence divine, Pindare proclame dans les vers 52-57 son refus des médisances et cite Archiloque nommément comme un modèle à ne pas suivre. Je dois fuir la dent affamée des médisances, car j'ai souvent vu, restant au loin, le blâmeur Archiloque se baffrer de maugréante haine dans l'impuissance. Le mieux est d'être riche avec le bonheur d'un sage destin. L'antistrophe 3 s'adresse directement au destinataire Hieron et le complimente sur sa libéralité, sur son gouvernement et sur son talent militaire. Vers 67-71, une déclaration performative typique de l'Épinicie décrit l'envoi de l'ode à Hieron et l'invite à l'écouter. Alors, il serait vain de vous résumer grossièrement la composition de l'ode qui est complexe. Retenons surtout la figure du juge des enfers Rhadamante qui ne prête pas l'oreille aux chuchoteurs, Psituron palamais, et un proverbe sur la nocivité des, je cite, prophètes de calomnie, diaboliane hypophaties. On peut toutefois s'attarder sur l'antistrophe 4 qui rappelle l'engagement esthétique et éthique du poète qui veut proférer une parole appropriée à son destinataire. Puissais-je être l'ami, ami de l'ami et ennemi de l'ennemi, qu'à la manière du loup, je traquerai de ci, de là, le suivant dans les pistes sinueuses. Les vers suivants soulignent en effet la valeur de la franchise, eutyglossos aner, sous tous les régimes politiques. Enfin, les derniers vers reviennent au souhait et à la première personne. Pindare fait le vœu de, je cite, plaire aux bons et de les fréquenter. Adonta deie metois agatois homilein. La récurrence explicite et implicite des antithèses de l'hypocrisie et de la franchise, de la vérité et de la calomnie, du devoir de reconnaissance et de l'hostilité, tout au long de l'ode, a conduit les commentateurs à en chercher l'explication dans le contexte historique et biographique du texte. On sent bien dans ce passage que Pindare est énervé et qu'il redéfinit ce que doit être sa poésie par rapport à cette colère perçue comme une tentation d'employer son pouvoir à des fins blessantes. Tentation dont le repoussoir sera la figure connue d'Archiloque. La colère, prise comme mobile de création, est donc l'occasion pour le Thébain de réfléchir à l'utilité de l'invective et de montrer, par contraste, la valeur supérieure propre de la poésie parénétique, qui est franche sans blesser, qui plie les volontés sans les rompre. D'après l'article de Michel Farzoff paru en 1994, consacré au vers 72-86 de cette deuxième pitique, la rupture de ton, l'emprunt à la fable, l'âpreté des propos indiquent que le poète thébain se réapproprie le style d'Archiloque en manière de parodie pour mieux retourner la poésie iambique contre la calomnie elle-même. Les comparaisons animales, le renard et le singe principalement, permettraient un message voilé. La fausse beauté du singe servirait de contraste avec Hieron, et le jugement des enfants serait une condamnation des courtisans, comparée aussi à des renards dont l'hypocrisie est trompeuse. La critique des flatteurs pourrait avoir plusieurs raisons. Une hostilité à la cour de Hieron contre le régent ou le poète, une volonté de renouer une filia personnelle avec le tyran, le refus esthétique et éthique de la poésie de circonstance, trompeuse et vaine. La cible pourrait être alors Simonide, dont le nom est synonyme de poète cupide, mais la portée pourrait être seulement générale. Je formulerai une hypothèse d'interprétation complémentaire. Peut-être est-ce, autant que le bien fondé de ces critiques, l'amacania du poète de Paros, que Pindare rejette souvent, c'est-à-dire son impuissance.
C'est en les fréquentant qu'on peut changer les puissants. Ce serait une auto-justification du conseil tempéré, ainsi que de l'hospitalité. À l'appui de cette hypothèse, il faut se rappeler que l'épithète donnée à Archiloque ici se retrouve une fois lexicalement dans les Épinities en Néméenne 7, 61, 70. Où le poète se présente comme un invité qui, c'est ici, qui rejette le blâme ténébreux pour célébrer son hôte. Dans ce passage, il proclame son attachement à la proxénie et à une franchise bienveillante sans violence. En outre, je crois qu'il y a là un choix de lignée générique, un choix qui est peut-être implicite. L'antistrophe 4 de Pitique 2 semble un écho, voire une réécriture de Solon, notamment le fragment 13 que vous voyez ici. Accordez-moi d'être ainsi agréable à mes amis, à mes ennemis détestables, à ceux-là estimables, à ceux-ci redoutables. La comparaison du poète avec un loup qui traque sa proie trouve un écho intéressant dans le fragment 36 de Solon, où le législateur, défendant ces mesures, se compare à un loup parmi les chiens qui jette ses forces de tous côtés. Il y a aussi une expression vers 40, kalon pema, qui est directement empruntée à Hésiode dans les Travaux et les Jours, passage chez Hésiode qui raconte précisément un autre piège de Zeus, c'est la création de Pandore. Enfin, le dernier terme de l'ode, dans un souhait personnel rare, est le verbe homilein, fréquenter. Le verbe toploutein, qui est utilisé dans la déclaration gnomique du vers 56, écho du souhait final, peut aussi être compris dans un sens plus social que matériel. Je ferai donc l'hypothèse que Pindare, en rejetant Archiloque, le fait autant parce que la justice de ses propos n'est pas fondée, et peut-être qu'elle est infondable, que parce que celui-ci est impuissant à changer en bien le monde. Et il parodie autant le style iambique qu'il promeut la valeur d'une parole ajustée à la nature morale de son destinataire, cordiale, sans manquer de sincérité, combative, sans être dégradante, réintégrant ainsi dans la lyrique chorale l'héritage d'Hésiode et de Solon. Mon idée est que Pindare retournerait contre Archiloque ses propres armes parce que Archiloque, finalement, avait déjà opéré un détournement d'Hésiode. On peut voir par exemple dans les Travaux et les Jours les vers 265-266. Celui qui fait du mal à autrui se fait du mal à lui-même. Le mauvais jugement est le plus mauvais pour le juge. Que deviendra donc cette évolution à la fois esthétique et éthique chez le poète latin qui proclamera être le premier imitateur de la lyrique grecque? Horace n'hésite pas en effet dans ses odes, présentées comme lyriques, à brosser un tableau odieux de la dégénérescence morale de son époque et à enrager contre les mœurs dégradées de ses concitoyens dans des descriptions pleines d'une éloquence acerbe, tempérament qu'il a évidemment déjà montré dans ses épodes de jeunesse qui datent de 29 avant Jésus-Christ. Mais la colère amoureuse est aussi présente, de façon virulente. La relation intertextuelle à Archiloque, qui se mêle à celle revendiquée d'Alcée et Sappho, et à celle récusée de Pindare, me semble décisive sur ce point, puisque le poète de Paros est tenu pour un fondateur et un modèle de jeunesse. Dans l'ode 16, vers 22-25, moi aussi j'ai éprouvé au doux temps de la jeunesse les bouillonnements du cœur, et ils m'ont jeté furieux aux iambes emportés. Et plus tard, au vers 79 de l'art poétique, à côté de l'inventeur évidemment de la satire Lucilius.
Archilocum proprio rabies armavitiam bo, la fureur, arma archiloque de Liambe, sa création. Pour guider le pouvoir, Horace ne pouvait en effet plus imiter Archiloque. Mais Pindare lui fournissait à la fois le modèle d'une poésie laudative et celui d'une poésie parénétique, impliquée dans la réalisation d'un idéal politique. Mais est-ce que les odes sont vraiment expurgées de l'influence de toute colère? Les réquisitoires contre l'indécence des femmes, contre la dissolution de la jeunesse, contre l'arrogance des riches, contre la cupidité des soldats, contre l'agitation des politiques, forment des topiques où l'indignation du poète latin le dispute à la jubilation de la critique. Sur le plan formel, la variatio est de mise. Nous pourrions ainsi distinguer les étopées, qui présentent un caractère universel et indéterminé, comme par exemple au début de l'Ode 3.3, Justum et tenacem propositi virum. Nous pourrions aussi distinguer les personnifications de valeur, comme la virtus dans l'Ode 3.2, dans les vers 17 et 21, et les prosopopées, par exemple le sermon de Régulus dans l'Ode 3.5. On retrouve chez Horace colère politique et colère amoureuse, mais elles vont être traduites de façon extrêmement sophistiquée d'un point de vue stylistique. Prenons, par exemple, la question rhétorique, qui sert souvent chez Horace à exprimer d'abord son dégoût des guerres civiles et son conservatisme. L'Ode 1.35, Hymne à la fortune, développe ainsi à partir du vers 33 un blâme civique conspuant la déliquescence morale de la génération d'Horace et l'affrontement sacrilège des guerres civiles. L'interrogation rhétorique amplifie l'horreur répulsive du tableau des conflits. Le rythme croissant des trois dernières questions hyperboliques produit un crescendo dans l'indignation jusqu'à la déploration finale. En focalisant les attaques sur l'aspect religieux de l'histoire, Néphastie vers 35, Metu Deorum vers 37, Aris vers 38, Horace accentue la tension morale de la condamnation jusqu'à l'exclamation finale qui, après une strophe et demie de remontrances appuyées et emphatiques, revient au thème initial des campagnes militaires d'Auguste. Horace engage l'empereur à un renouveau, Noa, vers 38, Retusum vers 39, un renouveau fraternitaire en exaltant ainsi ses entreprises belliqueuses contre des étrangers. Ô, puisses-tu remettre sur l'enclume et reforger contre les Massagètes et les Arabes notre fer émoussé. De la même façon, une suite de questions rhétoriques dans l'Ode 2.1, dans les vers 29-36, sert à dresser un réquisitoire sévère contre la guerre civile entre César et Pompée, dont le destinataire, Pollion, avait écrit l'histoire. Horace se réapproprie le thème, comme dans un compte-rendu de lecture, en exagérant l'extension géographique des lieux où la lutte s'est déroulée. Cette condamnation, à travers une hyperbole spatiale, est énoncée sous la forme d'une série d'interrogations dramatiques, le rythme décroissant du passage, une strophe et deux vers puis un vers, ménage l'effet de rupture tonale et énonciative de la dernière strophe, qui est une récusation. Horace réprouve ici l'absurdité d'un tel carnage fratricide en s'appuyant sur un parallèle entre diversité topologique, campus, Hesperia, Gourges, Flumina, Mare, Aura, et omniprésence de la violence, sous toutes ses formes, Proelia, Ruinae, Belli, Caedes, Cruore. Dès le vers 5 de l'Ode 5 du livre 3, les questions rhétoriques s'étalent sans discontinuer sur deux strophes. Horace y condamne le déclin moral du présent en idéalisant le passé. Les unions avec les femmes barbares et le mélange de l'autochtone et de l'occupant romain sont la cible du sermon du poète.
Le rappel des glorieux ancêtres et de leur intégrité morale, de leur pureté politique, pour ne pas dire raciale, accuse par contraste les assimilations douteuses ayant lieu aux frontières de l'Empire entre les Romains et les peuples étrangers. Je finis bientôt. D'autre part, il y a un parallèle intéressant à Archiloque dans les portraits malicieux et féroces de vieilles femmes indécentes chez Horace. Alors on aurait du mal à trouver une explication biographique vraiment précise de ces colères froides et cruelles, et il est aussi légitime d'y voir un exercice de style. Par exemple, l'Ode 4.13, qui brosse le portrait à charge d'une ancienne amante, qui se serait montrée dédaigneuse envers le poète, en le laissant se morfondre à sa porte. Horace insuffle la vie au conventionnel paraclositurum. Il traite avec une rancune de circonstance le thème de la vieille femme qui ne veut pas renoncer au jeu de la séduction. La strophe 5 atteint l'acmé de ce règlement de compte avec des questions rhétoriques, accentuant la perte des attraits de la jeunesse. La répétition de quo, celle de Ilius, le verbe fugit, insiste comme dans une plainte funèbre sur la disparition du charme juvénile. De nouvelles métaphores péjoratives dans la dernière strophe, cornicis vetulae, vieille corneille, dilapsan incineres facem, le flambeau parti en cendres, vont souligner avec une verve cruelle ce qui fait mal à la manière cinglante d'un Archiloque. Pour conclure, nous pouvons ainsi, me semble-t-il, distinguer nos trois poètes grâce à la place qu'ils ont réservée à la colère, politique et amoureuse, et au degré de franchise des propos qu'il a traduits. Si Archiloque crache son venin, si Pindare fait toujours preuve de beaucoup de tact, Horace a souvent le franc-parler, voire la crudité du premier, et souvent aussi le souci pédagogique et solennel du second. L'évaluation de la colère, dans des passages où l'auteur cite réflexivement ses modèles et ses contre-modèles, met aussi en lumière à quel point le dit genre lyrique est problématique de par son hétérogénéité. Il intégrerait en effet dans sa définition à la fois le blâme et l'éloge, emprunterait au genre voisin de l'élégie, de la fable, du iambe et du discours parénétique. Je vous remercie de votre attention. J'étais un peu long. Merci beaucoup. Je m'en Merci beaucoup pour cette très belle communication. Alors, il y a peut-être un autre micro qui entre en concurrence avec le mien, peut-être Grégory. Ah oui, mais Grégory, on ne va pas couper le micro quand même. Bon, donc vraiment une très belle communication sur des textes qui eux aussi sont véritablement fondateurs dans l'histoire littéraire de la colère, mais qui le sont différemment de l'épopée, et même, vous l'avez dit, vous l'avez suggéré en tout cas, qui le sont d'une manière anti-épique. C'est là que j'aurais bien aimé que cette séquence se trouve au début du colloque, parce que la chaîne littéraire aurait été reconstituée vraiment dans le bon sens, si je puis dire, et on aurait vu encore mieux, bon, on le voit là très bien, mais que c'est de ces textes-là aussi que se nourrit ouvertement, ostensiblement, le contribis dont on a parlé hier. Donc, vraiment, c'était précieux, tout comme votre rappel liminaire sur l'état de celui qui est en colère, cet état d'aliénation, de perte de la maîtrise de soi, de rupture avec autrui et éventuellement même de soliloque qu'implique l'état de colère. Ça, je crois que c'est très important de le rappeler, parce qu'à partir de là, comment faire de la poésie? Pourquoi aussi faire de la poésie? Et vous avez mentionné la nécessité du temps pour transformer, je crois que je vous cite, l'énergie en sens. Et ça, c'est très important dans la perspective qui est la nôtre dans ce colloque. Il faut du temps, en effet, entre l'état de colère et son écriture littéraire. Il faut du temps, peut-être aussi tout simplement pour mettre en pratique le principe selon lequel la vengeance est un plat qui se mange froid. Et les textes dont vous venez de parler, dont on a parlé hier aussi, sont aussi écrits parfois, souvent, dans cette perspective-là. Donc, tout ça est vraiment très intéressant, très précieux, de mentionner aussi les différents formats d'écriture, comme vous dites, auxquels ce problème de conversion d'énergie donne lieu, l'invective, le blâme, etc. Au fond, tous ces textes nous ramènent à la question
que vous avez posée d'ailleurs à un moment, pourquoi faire de la poésie et je pense que c'est pour ça, entre autres, que la colère est une émotion dont l'étude est intéressante en lien avec les ressorts même de la création poétique. Parce qu'elle nous amène à nous poser cette question-là. Pourquoi et comment faire de la poésie? On voit bien aussi à travers votre communication que les enjeux de ces colères littéraires sont souvent des enjeux eux-mêmes littéraires, c'est-à-dire qu'on a des textes tueurs, entre guillemets, qui répondent à d'autres textes tueurs. Et puis, vous nous avez rappelé le rôle essentiel d'Horace dans l'histoire poétique de la colère. Horace qui synthétise et qui transforme les colères grecques et romaines antérieures et qui le fait dans une perspective notamment politique. Et là, ça nous amène à une forme très particulière de la colère qui n'est pas une colère ad hominem, mais une colère contre une situation, en l'occurrence les guerres civiles. Et ça, c'est quelque chose que nous n'avions pas encore beaucoup abordé dans ce colloque et qui est donc très important. Et puis, je voudrais souligner le fait que vous avez cité de très beaux extraits, et notamment les fragments d'Archiloque. J'en ai noté un ou deux, mais par exemple, le très beau « Pourquoi as-tu pincé la cigale par l'aile ?» Et surtout, peut-être, celui qui m'a le plus frappé, c'est le désir, c'est le 121, je crois, le désir de me battre avec toi, j'en meurs de soif. Je trouve ça extraordinaire. Et d'ailleurs, il y a une importance de la soif et de la faim dans ces textes-là, dans les textes dont vous avez parlé, et d'une manière plus générale, dans les textes, dans les poèmes sur la colère, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Dans le Contribis d'Ovide, ça figure aussi. Il dit « Je me nourrirai à l'art, je me nourrirai de l'espoir de ta mort », etc. Donc il y a quelque chose qui abreuve et qui nourrit dans le fait d'écrire sa colère contre l'autre, contre une situation, etc. Ça, vraiment, merci aussi pour ce point, pour cet aspect-là, pour ce partage de très beaux textes. Est-ce que les uns et les autres ont des questions, des remarques sur cette belle présentation croisée qui nous permet d'ouvrir vraiment le champ de la réflexion avec trois auteurs dont nous n'avions pas parlé du tout pour l'instant. On a le temps, on a un petit peu de temps pour une discussion, si vous le souhaitez. Non? Pas de questions? Pas pour l'instant, en tout cas. Bon. Grégory, vous pouvez, si vous voulez, ajouter quelque chose ou répondre à ce que j'ai dit, qui n'était pas vraiment des questions, mais plutôt des remarques. Vous avez raison d'insister sur la dimension corporelle, finalement, de la colère, qui est aussi traduite en littérature. On sait par ailleurs que Archiloque, selon la légende, selon les dires et sa réputation, avait aussi une attitude assez belliqueuse. Il a fini sur le champ de bataille. Il est mort sur un champ de bataille. Donc, il faut prendre presque de façon littérale ce désir de combattre, cette pugnacité. Ouais. Oui. C'est l'une des choses que je trouve très intéressante dans ces textes-là, c'est cette espèce de littéralité qui fait que les choses se passent dans le corps. Même quand on a un poème, ce poème, c'est une sorte d'annexe du corps du poète, et c'est un corps qui se bat, qui est en position de bataille. Et ça, Ovide le dit dans le Contribis, que la poésie peut tuer physiquement. Et que son texte est fait pour ça, il est fait pour tuer, pour torturer, pour faire du mal au corps de l'autre. Et ça s'ancre tout à fait dans la tradition poétique dont vous nous avez parlé là. Alors ce sont des légendes, évidemment, mais ces légendes veulent que Néoboulet et Lycampe se soient suicidés. De la même façon, pour Hipponax, que Boupalos, qui aurait fait un mauvais portrait du poète, se soit aussi suicidé. C'est la même chose pour Sémonide. Il y a des légendes comme ça, effectivement, du pouvoir de la poésie. Ouais. Oui. Si les mots se faisaient acte, en fait. C'est intéressant. Alors que ce soit réel ou que ce soit des mythes, c'est quand même ancré dans cette croyance, dans cette volonté
que le poème ait un effet physique, que le poème puisse tuer, si on le souhaite. Et tout ça s'ancre aussi, comme on le disait hier, dans une croyance magico-religieuse aussi, dans le pouvoir de la poésie. Dans cette idée que la poésie peut être un vecteur du mal que l'on peut souhaiter faire à autrui. Et ça, c'est très romain, mais c'est très grec aussi déjà. En fait, c'est complètement ancré dans la pensée magico-religieuse de l'Antiquité, mais qu'on retrouve, comme Franck le disait hier, qu'on retrouve ailleurs, qu'on retrouve en Égypte chez les Égyptiens, qu'on retrouve dans le vaudou, etc., etc. Je crois que Mathia voulait intervenir. Oui, Oui. j'avais une question. Est-ce qu'on peut dire que dans les textes grecs que vous avez cités, la colère, grâce à la colère, les hommes peuvent devenir comme des animaux? Les hommes vont devenir, c'est-à-dire pas humains. Oui. Alors, on peut comprendre votre question de deux façons. Soit que la poésie a une part exprime une part de bestialité, d'animalité. Peut-être qu'on peut la comprendre aussi de la façon suivante. Archiloque a souvent utilisé la figuration animale. Et d'ailleurs, on a réussi à reconstituer, comme vous le savez, certains de ces fragments grâce à la fable. Babrius, notamment, Ésope, qui ont contribué à comprendre, en fait, à reconstituer les fragments perdus. Donc, ça, oui, on peut comprendre effectivement la transformation de l'homme en animal de ces deux manières. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Non? Oui, Alden. Hi. Bonjour. Bonjour. Hello. Est-ce que je peux parler en anglais pour mon question? Est-ce que je peux parler en anglais? Of course. Oui. Okay. Thank you. I enjoyed your talk. I enjoyed both of these talks very much. And I just had a question about the notion of the poem being transformed into a weapon itself. This is something you sort of see in Catullus and in Ovid. I wondered if, and of course in Juvenal, so I wondered if you had any comment on sort of the evolution of the way that, you know, the affected ire or colère develops and sort of allows it on the Greek side poems to start to become with Archilochus to become the weapons themselves. Alors, si j'ai bien compris la question, vous me demandez à partir de quand ou quelle est l'évolution de la conception selon laquelle le poème devient une arme lui-même? Je crois, oui. Oui. Ouais. Alors, il est vrai que, alors, je n'ai absolument pas eu le temps d'explorer toute la période hellénistique, sauf peut-être le tout début du premier iambe de Callimaque. Mais oui, je pense qu'il y a ici, il y a une autre façon de représenter le rapport entre la poésie d'un côté, l'intelligence d'un côté, et de l'autre, l'acte malfaisant. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Pour
pour Horace, il y a aussi évidemment alors une influence que je n'ai absolument pas, que je ne fais qu'évoquer, c'est celle de la satire et de Lucilius, parce que je ne le connais pas, qui est aussi une autre façon de considérer que le poème, effectivement, peut être considéré comme une arme destinée à faire du mal. Et en même temps, je pense qu'au cours des âges, les poètes se sont aperçus avec le contre-exemple d'Archiloque, c'est pour ça que je souligne son impuissance, qu'il était inutile finalement de se vautrer dans la colère, parce qu'elle isolait par rapport aux autres. Et je pense qu'ils l'ont transformé, cette colère, en tout un tas de genres et de formes de textes, allant du réquisitoire à la diatribe, effectivement. Une temporisation, un adoucissement, je pense, de la conception selon laquelle le poème est une arme. Ce qui ne veut pas dire que le poème ne soit pas efficace. Merci beaucoup pour cette réponse, Grégory, une réponse très claire. Merci, Eldon. Thank you so much for being with us in the middle of your night. Je crois qu'il est 3h50 ou quelque chose comme ça au Texas. Donc, merci beaucoup d'être là avec nous.